Et même s'il est parti, il faut en parler, mine de rien, ça fait partie du bilan. Mais moi, c'était 1,31, ma cinquième stat, cinquième et dernière du jour. Ce sont des points par tir sur drive, spécifiquement sur des tirs en fin de drive, donc l'efficacité en fin de drive, 1,31 pour évidemment DeMar DeRozan. C'est le cinquième joueur le plus efficace de NBA parmi les gros drivers. Voilà, cinquième plus efficace de NBA parmi les gros drivers, plus de 10 par match, je crois, j'ai mis comme filtrage. Et moi, ça me fait toujours rire, en fait, ce côté où on parle de DeRozan comme un homme anti-analytics. Et en un sens, je peux comprendre pourquoi. Mais de l'autre côté, je trouve que c'est un peu faux, cette image, parce que analytics, ça veut pas dire que 3 points, en fait. Analytics, c'est aller chercher les tirs rentables. Et donc, en l'occurrence, les lay-ups, c'est fait partie des tirs les plus rentables du basket, lay-up ou lancer franc. Or, il se trouve que, ok, DeRozan, il n'a pas le côté 3 points, il l'aura jamais, évidemment, maintenant à ce stade de sa carrière, mais par contre, il s'est développé en un des tout meilleurs drivers de toute la NBA. Et donc, cinquième de NBA cette saison, c'est pas une anomalie, ça fait déjà 3-4 ans qu'il est dans le top 5 de NBA en termes d'efficacité en fin de drive. Pourquoi aussi ? Parce qu'en fait, c'est un des tout meilleurs de NBA pour la provocation des fautes, provocation des lancers francs. Il est à 18% de shooting foul percentage, c'est-à-dire les fautes provoquées pendant une tentative de tir, 18% de fautes, enfin 18% de ses tirs, il arrive à provoquer une faute, et c'est tout simplement 10e de toute la NBA. Donc y compris avec des pivots qui ont des standards d'habitude plus élevés. Et si on prend que les non-pivots, c'est deuxième de NBA. Voilà, deuxième derrière Jimmy Butler. Donc voilà, c'est toujours ce côté un peu amusant de anti-analytics, alors qu'en fait non, il est que à moitié anti-analytics. Il est que à moitié, j'ai pas le 3 points, ok, mais par contre, il y a tout un autre côté analytics d'aller chercher des tirs au panier, proche du panier et des lancers francs, et ça, il y est totalement. Donc en un sens, DeMar DeRozan est encore une fois élite en drive, et donc encore une fois, totalement analytics. Ouais, c'est ça. Et puis, DeMar DeRozan, c'est quand même un joueur aussi qui, au-delà du scoring, a développé depuis 4-5 ans là un passing qui est quand même bon sans être élite. Où avant, il était quand même reconnu à Toronto comme étant juste un scoreur unidimensionnel où juste je score et puis voilà. Sur la fin de Toronto et après à San Antonio, il a tellement progressé sur ça qu'aujourd'hui, ça en fait vraiment c'est pas un franchise player d'élite, mais en tout cas, c'est un excellent joueur. Et en fait, il dépend du contexte pour lui s'épanouir. Et s'il va être dans une équipe compétitive, il dépendra du contexte quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que, en tout cas, dans les faits, cette capacité à obtenir des lancers francs, c'est élite. Et au-delà du nombre de points sur lancers francs, c'est aussi toute la conséquence des lancers francs et des fautes obtenues. Quand tu obtiens beaucoup de fautes, ça permet aux joueurs adverses d'être moins agressifs en défense ou même d'être exclus pour 6 fautes ou des choses comme ça. Donc en fait, c'est tout ce qu'il apporte en plus de son scoring qui font que c'est quand même énorme et son départ va se faire ressentir. Ouais. Bon, pour vous le dire autrement, si vous voulez, le free throw rate plus, donc le taux de lancer franc plus, ça veut dire par rapport à la moyenne, il est de 185. Donc il est 85%, son score est 85 plus grand que la moyenne NBA. Donc c'est encore très très élevé, très évidemment. Et c'est un score d'élite. Donc voilà, il y a toute une partie très analytics. Mais alors, la question qu'on peut se poser, c'est étant donné qu'il est cinquième plus efficace sur drive de NBA, c'est bien. Et pourquoi, au général, il n'est que à 101 de true shooting plus. Donc à peine plus 1% au général plus efficace que la moyenne, et alors que vu qu'il est cinquième plus efficace de toute la NBA, pourquoi est-ce qu'il ne va pas taper des plus 5, plus 6, plus 10, plus 15 comme certains peuvent le faire? La réponse est là ailleurs, c'est-à-dire que ok, il est élite sur drive, mais sauf que dans le même temps, et c'est là tout le profil extrêmement polarisé de DeRozan, y compris donc en 2024 quand on fait son bilan de cette saison, 31% de ses tirs étaient des longs tirs de points. Même pas des mi-distances en général, mais des longs tirs de points. Donc même pas que des flotteurs, mais des 31% de longs tirs de points, donc les tirs les moins rentables évidemment. Et donc c'est aussi ça qui sert un peu à ramener vers le bas, et qui sert à compenser le côté élite sur drive, mais quand tu mélanges avec beaucoup des tonnes et des tonnes et des tonnes de tirs, des longs tirs de points qui sont pas rentables en soi, il est bon là-dessus, mais ils sont pas rentables en soi. Voilà, ça fait que le tout n'est que au niveau de la moyenne, finalement au niveau du scoring. Donc c'est vrai que c'est dommage. Je sais pas, en tout cas c'est le constat qu'on peut faire de ce joueur qui, voilà, là où avant il n'avait que ça, que le long tir de points, aujourd'hui il faut quand même souligner qu'il est devenu élite en drive et que ça permet d'être un joueur largement plus viable qu'on a pu avoir sur les premières années à Toronto. En plus t'as parlé du passing, mais
31% de ses tirs sont des longs tirs de points. C'est évidemment le premier de NBA. Hein. J'ai même pas dit, mais premier de NBA. Le seul qui est au-delà des 30% de fréquence de tir sur les longs tirs de points. Et ils sont qu'à peine une poignée à être au-dessus des 20%, évidemment. Donc lui fait partie de ça. Mais voilà, c'est encore une belle saison finalement de DeRozan, même si, comme dit, l'efficacité n'aura jamais été fantastique avec des plus 5, plus 6, plus 10% et un méga bonus d'efficacité malheureusement, parce qu'il y a ce régime de tir qui a toujours été un peu compliqué, en tout cas peu rentable avec ces longs 2. Mais on ferme aussi la page de cette ère DeMar DeRozan, et là on peut élargir peut-être, je peux t'interroger sur plus que cette année 2024, mais 22, 23, 24, quel bilan finalement on tire de ce qui aura été le cycle DeMar DeRozan à Chicago? Je pense qu'on peut quand même en tirer de bonnes choses d'un point de vue individuel pour lui, parce que je pense qu'il y a eu un peu une forme de renaissance, c'est peut-être un grand mot renaissance, mais en tout cas d'un joueur de retour au premier plan aux yeux du public, hein, qui a été d'ailleurs là à Chicago, il a été 2 fois All-Star, alors qu'à San Antonio il n'avait pas été une seule fois. Donc c'est vrai qu'on a ce retour au premier plan pour DeRozan. On a un joueur qui a quand même montré, qui a enlevé un peu cette étiquette de joueur qui pouvait pas être clutch, où on se rappelle de ses campagnes de playoff ratées du côté de Toronto, donc il était un peu catégorisé comme un joueur qui craquait dans les moments compliqués. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, mais c'est vrai que après, d'un point de vue collectif, je sais pas si on peut lui en vouloir par rapport à son style de jeu ou quoi. Je pense qu'il est arrivé au mauvais moment pour Chicago, parce que l'équipe a été mauvaise tout simplement, mais en même temps, est-ce que c'est lui le responsable ou c'est lui qui en subit les conséquences? Honnêtement, je sais pas vraiment comment me placer par rapport à ça. Juste ce que je peux retenir, c'est que c'est un joueur qui a été quand même qui a été très bon sur son passage, mais pour quel résultat? Au moins je suis content que lui il ait réussi à s'épanouir et à, entre guillemets, relancer sa carrière. Non mais alors c'est marrant parce qu'il devient élite en drive alors qu'il a 34 ans, quoi. Et que d'habitude tu te dis non mais c'est plutôt des jeunes avec de l'explosivité qui ont ça. Et tu disais il est arrivé au mauvais moment pour Chicago. Est-ce qu'il n'est pas arrivé au mauvais moment en NBA plutôt? Oui, c'est ça aussi. S'il débarque en 93, le mec il est peut-être top 5 NBA tous les ans pendant 15 ans, quoi. Ouais, c'est ça, quand on regarde son percentile sur les longs mi-distance, il n'est jamais descendu en dessous du 83e centile. En efficacité, tu veux dire? En fréquence de long mi-distance, pardon. Mais même en efficacité, il est quand même bien, quoi. Donc, même au-dessus de la moyenne, c'est juste que le tir en soi est vraiment pas rentable. Et c'est-à-dire que pour être élite à mi-distance, par exemple, 50%, ce qui est un score d'élite, hein. Bon, il a jamais totalement eu ce pourcentage pendant 10 ans, mais voilà, lui, il est au niveau des 45, 49%, voilà. Mais imaginez, donc c'est un tir qui vaut 2 points, donc 0,45 ou 0,50, allez, on va prendre 50%, 0,50 x 2, ça fait que 1 point par possession. La moyenne NBA, actuellement, elle est à 1,16. C'est très loin, quoi. Donc c'est un peu ce truc où, effectivement, il y a la rentabilité du tir en soi, où il est très bon dessus, mais c'est vrai que ça peut pas à lui seul suffire à faire le joueur. Mais c'est bon, je pense que la construction, pour moi, je suis pas surpris, parce que tu prends DeRozan et un Vucevic, alors pas du tout au même niveau, hein, mais les deux sont des joueurs qui sont bons, mais avec un plafond. DeRozan est très bon, mais aussi avec un plafond par rapport aux autres superstars de NBA. Donc d'un côté, on peut dire ça, et je suis pas surpris que ça ait jamais fait d'énormes choses. De l'autre côté, on peut aussi argumenter que, en même temps, le vrai projet, on l'a jamais vraiment eu, quoi. Parce que avec la blessure de Lonzo Ball, on n'en a même pas parlé aujourd'hui, mais on n'a jamais eu le côté Lonzo Ball plus Caruso sur pied totalement, avec DeRozan, avec un Vucevic, etc. Voilà. Je pense que sur ces 3 ans, le projet, on peut dire que c'est pas non plus une grande réussite, mais il y a peut-être cette nuance un peu des blessures auxquelles on peut s'accrocher, mine de rien, quoi. Ouais, ça, mais après, est-ce qu'il n'y avait pas également une forme de surchauffe sur ce début de saison en 2022? Oui, totalement. C'est ça aussi. Donc, en fait, je pense que d'un côté, il y a une surchauffe, et de l'autre, il y a les blessures qui mettent fin au projet complètement. Donc, qui rend compliqué l'évaluation même de cette période-là. Bon, on va pas parler de la défense non plus, hein, pour DeRozan, mais non, mais encore une belle saison offensive, ça on peut le dire. Et c'est vrai que là, c'est toujours compliqué de parler de DeRozan parce qu'il y a souvent un peu des deux extrêmes qui s'affrontent, alors qu'au contraire, avec un cas aussi atypique, il y a besoin d'un peu de nuance un peu partout, parce que c'est assez complexe, quoi, mine de rien. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.